Nous, on est là, je vois qu'il y a déjà une bonne trentaine pardon, de personnes connectées. Merci beaucoup. On va peut-être laisser quelques secondes encore. Je vois que le compte monte vite. Bon, je propose de commencer parce qu'il il faut respecter les participants qui ont bien voulu se joindre à nous à l'heure. Je suis certain qu'en commençant la présentation, d'autres inscrits se joindront à nous. Donc très rapidement, je suis Marc Templeman, le cofondateur de Cashbee, et j'ai le plaisir d'être l'intervenant qui va interroger et échanger avec Jean-Xavier Bourg d'Amundi, qui, parmi ses nombreux talents, est un expert en ETF, mais bien au-delà des ETF, est un expert en constitution de portefeuille et en gestion de portefeuille. Enfin, je suis sûr qu'il prendra une minute de son temps pour nous expliquer exactement son rôle au sein d'Amundi. La raison pour laquelle on a le plaisir d'accueillir Jean-Xavier aujourd'hui, c'est qu'on a conclu un partenariat entre Cashbee et Amundi pour concevoir ensemble des fonds d'ETF. Et le sujet d'aujourd'hui, au-delà d'expliquer peut-être une fois de plus à quoi servent les ETF, mais aussi quelles en sont les limites et les risques éventuels, c'est aussi de vous expliquer pourquoi cela nous a mené à construire des fonds d'ETF, donc des fonds qui sont constitués d'ETF, d'en décrire là aussi les avantages et les éventuelles limites slash inconvénients, et surtout et également de répondre à vos nombreuses questions dont certaines d'ailleurs nous ont été soumises en amont, et on remercie ceux qui ont bien voulu nous soumettre leurs interrogations spécifiques, parce que ça va me permettre d'orienter dans mes questions l'échange qu'on va avoir avec Jean-Xavier. Jean-Xavier, si je peux te demander peut-être juste de montrer la première slide, et je promets d'y consacrer moins de 60 secondes avant de te passer la parole. La première slide est tout simplement un bref mot sur qui est Cashbee. Ce que je trouve le plus important sur cette slide, au-delà des chiffres, c'est le fait qu'on se donne pour mission d'aider les mass affluents de faire mieux avec leur argent. Donc, pas nécessairement de vous apprendre à épargner plus, parce que ça, vous savez très, très, très bien le faire, mais véritablement comment mettre cet argent au travail selon votre profil de risque, vos objectifs financiers, votre durée d'investissement, et j'en passe. Et on le fait évidemment dans un cadre très encadré d'un point de vue réglementaire, puisqu'on est supervisé par la CPR, l'AMF, et qu'on est inscrit à l'ORIAS en tant que courtier en assurance et courtier en opération de banque. Parmi nos nombreux partenaires, on est très fiers de compter Amundi, qui est l'asset manager le plus grand en Europe, il me semble, mais là aussi, je laisserai le soin à Jean-Xavier d'y passer le temps nécessaire. Voilà, j'ai fait l'intro sur Cashbee. Jean-Xavier, je vais te passer la parole pour commencer au début, qui est tout simplement de revenir sur ce que sont les ETF. Après, peut-être une courte présentation de ta personne. Tout à fait. Merci beaucoup, Marc. Donc, je suis donc Jean-Xavier Bourg, enchanté. Je suis donc responsable de l'allocation d'actifs dans la division de gestion diversifiée d'Amundi. Donc, mon travail au quotidien consiste principalement à construire des portefeuilles. L'idée étant de proposer à nos clients des portefeuilles qui soient diversifiés, donc qui vont investir dans différentes classes d'actifs, différentes zones géographiques, et qui vont chercher à optimiser la diversification de ces portefeuilles en vue d'améliorer le plus possible leur profil rendement-risque. Donc, dépendant du profil des portefeuilles, pour des portefeuilles à faible risque, de chercher à avoir, pour un rendement donné, à diminuer le risque le plus possible en maximisant cette diversification. Et pour des portefeuilles qui ont des profils plus ambitieux, d'aller maximiser le rendement attendu sur ces différentes classes d'actifs. Alors, évidemment, c'est un exercice donc, qui est assez on va dire, assez quantitatif. Hein. C'est un exercice qui requiert des outils et des systèmes assez importants en termes d'analyse de risque et en particulier de prévision, hein, l'idée n'est pas d'optimiser le portefeuille en considérant ce qu'il aurait fait dans le passé, parce que ce soit toujours une information intéressante, mais vraiment de se placer
dans l'avenir, d'essayer d'anticiper les évolutions de marché et les évolutions relatives des différents marchés et construire les portefeuilles qui sont les plus efficients dans cette optique. Donc pour ce faire, on s'appuie, moi je m'appuie tous les jours sur les experts d'Amundi qui font des prévisions macroéconomiques, qui vont nous faire des modélisations, d'analyse des différents sentiments de marché, etc. Et toutes ces informations que je récupère, je les utilise dans mes outils d'allocation pour construire des portefeuilles. Donc, dans le cadre de notre discussion aujourd'hui, on a 3 profils avec différents degrés on va dire, de risque. Un profil, hop là, je vais passer directement, puis je reviendrai un petit peu en arrière. Donc un profil prudent, un profil équilibré, un profil dynamique, et vous voyez que ces portefeuilles donc sont diversifiés par nature. Il y a des actifs obligataires, des actifs actions, on a même de l'or, donc des matières premières, et vous voyez que les allocations au sein de ces différents portefeuilles va varier en fonction de l'objectif. Un profil prudent sera plus axé vers une préservation du capital, une gestion du risque beaucoup plus précautionneuse, mais évidemment toujours en cherchant à optimiser le rendement, alors qu'un profil dynamique lui sera tourné beaucoup plus vers une production de rendement avec un profil avec beaucoup plus d'actions évidemment dans la construction du portefeuille. Les briques élémentaires qu'on utilise dans ces portefeuilles, je reviens un petit peu en arrière, je suis désolé de passer de slide en slide, ce sont les ETF. Donc, je pars du principe que l'audience est bien informée et c'est déjà ce qu'est un ETF, mais je vais quand même revenir très rapidement sur l'intérêt énorme qu'apportent les ETF dans le cadre d'une gestion diversifiée telle que celle qui vous est proposée ici. Il y a vraiment énormément d'avantages. L'ETF, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ETF est un produit qui est en fait un produit extrêmement pur par construction et qui permet de façon extrêmement transparente, extrêmement liquide et à des coûts extrêmement réduits d'accéder à des classes d'actifs, des zones géographiques très précises. Un ETF va souvent être associé à un indice de référence qui va être en fait donc des actions européennes, des actions, le S&P 500, un portefeuille obligataire d'actions d'entreprises françaises par exemple. Cet indice va être défini très précisément et le but de l'ETF, l'objectif va être de répliquer parfaitement cet indice de marché. Donc ça permet de s'exposer à un marché sans avoir à se soucier de ce qu'on appelle le stock picking, c'est-à-dire d'aller sélectionner telle ou telle valeur, etc. Là, on accède à l'intégralité du marché. Donc, on s'expose à un secteur, un style de son choix et de façon extrêmement transparente et extrêmement pure. Le deuxième avantage, c'est l'accessibilité du fait de la nature même de l'ETF, et ça je crois que c'est détaillé dans le slide d'après. Si vous, en tant qu'investisseur, vous voulez acheter le CAC 40, voilà, vous allez devoir acheter les actions du CAC 40, et puis une action, ça a un prix. On ne peut pas acheter une portion d'action, une fraction d'action. Et du coup, si on prend l'action, si on regarde le poids de chaque action et le prix de chaque action, ce qu'on voit, c'est que pour répliquer le CAC 40, il faut mettre 6 240 € sur la table. Hein. Donc, c'est le ticket minimum pour obtenir un panier qui réplique le CAC 40. Quand vous allez vouloir répliquer le MSCI World, donc le MSCI World, c'est un indice action global qui est pour les actions des pays développés, qui a un gros biais américain du fait du poids du marché américain dans les actions internationales, mais du coup qui est très diversifié en termes de zones géographiques et de secteurs et qui a énormément d'actions. Donc il y a 1322 actions dans le MSCI World. Là, si vous voulez acheter du MSCI World, il faut débourser 325 000 € à peu près. Donc le ticket d'entrée est considérable. L'ETF vous permet d'accéder explicite directement sur, par exemple, le MSCI World pour une fraction de ce montant, puisqu'on parle de quelques euros en fonction des ETF, en fonction de si on dénominé. Et l'ETF, en fait, va rassembler des intérêts d'investisseurs multiples et parfaitement répliquer l'indice sous-jacent. Donc, vraiment, cet outil permet de s'exposer de façon parfaitement transparente, extrêmement liquide. Hein, on a une liquidité en temps réel, donc on peut vendre et acheter à tout instant sur les prix cotés sur les écrans, et vraiment d'accéder à des marchés et une extrême grande diversité de produits. Donc pour illustrer cette diversité, Amundi, donc qui est
le gérant numéro 1 sur les ETF en Europe, on a nous-mêmes 300 ETF à notre disposition. Donc moi, en tant qu'allocataire, j'ai 300 ETF à ma disposition avec des ETF donc, qui distribuent, certains qui ne distribuent pas, des ETF qui ont une… Juste, je Oui, t'arrête, Jean-Xavier, parce que c'était justement une des questions qui nous a été posée préalablement. Euh, Tu confirmes bien qu'il y a des ETF qui sont capitalisants, c'est-à-dire tout à fait. et d'autres qui distribuent. Peut-être que tu peux passer une minute Exactement. pour expliquer Et la différence entre les deux et juste pour confirmer que les deux existent bien dans l'univers très vaste des ETF. tout à fait. En général, en fait, d'ailleurs, c'est quand on dit que Amundi, par exemple, a 300 ETF, en fait, ils ont 300 ETF basés sur 300 indices différents. Et pour chaque ETF, en général, on va avoir une tranche qui distribue et une part qui est capitalisante. L'idée, c'est que beaucoup d'investisseurs, en fait, utilisent ces portefeuilles pour générer un revenu et donc, en fait, ont un intérêt à recevoir le dividende. Donc, vous aurez deux typologies de produits. Un produit qui va vous distribuer les dividendes au fil de l'eau. Alors souvent, c'est à certaines dates, en fait, ils sont accumulés puis ils vous sont reversés à certaines dates qui sont prédéfinies dans le prospectus de l'ETF, et d'autres où le dividende sera réinvesti automatiquement. Donc, vous n'aurez rien à faire, vous n'aurez pas à réinvestir. Si votre objectif est de vous indexer sur un marché sans que vous ayez des besoins spécifiques de générer un revenu, vous achetez la part capitalisante et les dividendes sont automatiquement réinvestis dans l'ETF sans que vous n'ayez rien à faire. Donc, vous gardez cette indexation. Mais effectivement, à chaque fois, quasiment de façon systématique, les deux options sont disponibles. Très bien, merci beaucoup pour cette Voilà. précision. L'autre point extrêmement important, ce sont les coûts. Et alors, un des atouts majeurs des ETF, c'est le coût extrêmement réduit que produisent, que chargent ces ETF. Il y a une très grande compétition entre les différents acteurs et par nature, les ETF, bien qu'ayant des capacités, on va dire des propriétés, des avantages énormes en termes de, je l'ai dit, de transparence, d'accessibilité, de liquidité, eh bien en fait sont parmi les outils les moins chers du marché. Et c'est un outil auquel les investisseurs particuliers grosso modo, peuvent investir sur le marché quasiment au tarif des investisseurs institutionnels. Donc, c'est vraiment un outil de gestion, d'allocation qui permet de parfaitement contrôler sa base de coûts. Et puis, du fait de la taille des parts, du fait de la grande diversité des produits, on est capable de construire des portefeuilles qui ont une très grande diversification et qui ont la capacité de jouer et de se positionner de façon dynamique vraiment en gérant l'allocation de façon la plus flexible possible et de parfaitement diversifier le portefeuille. Là encore, si vous avez 1000 ou 10 000 euros à investir, soit vous achetez le CAC 40 et c'est tout, soit vous achetez un portefeuille qui a des obligations, qui aura des actions internationales, etc. Et donc, c'est vraiment un avantage énorme des ETF qui permettent de construire des portefeuilles très diversifiés et donc qui correspondent à des profils de risque prédéterminés. Juste avant de passer la page, Jean-Xavier, j'en profite pour poser une autre question qui nous a été soumise. Des ETF S&P, enfin, sur les grands indices boursiers et les Ouais, grands indices obligataires, des fournisseurs d'ETF, il y en a plusieurs. tout à fait. Vous n'êtes pas un très grand nombre, mais vos grands concurrents dans le domaine, BlackRock, Vanguard, proposent également des ETF. Donc, pour un commun des mortels, si j'ai envie d'acheter un ETF S&P 500 ou un ETF Nasdaq, euh, quel est l'avantage, quel est l'inconvénient d'aller l'acquérir auprès de BlackRock, Vanguard et ou Amundi? Y a-t-il des différences et quels sont les aspects que je dois surveiller quand je fais mon choix? Tout à fait. Alors, j'ai envie de dire, les différents Amundi et ses compétiteurs que vous venez de mentionner, j'ai une interdiction de les nommer, donc Je je ne les comprends, je nommerai pas. comprends. Non, je sais pas, c'est pas Et vrai, que j'ai ce pas soit clair, nous, on d'ambition, a une préférence pour l'achat français, mais, mais continuez, mais continuez. voilà. Alors, il faut savoir que dans certains produits, nous sommes nous-mêmes investisseurs dans les ETF de nos concurrents, puisqu'on a sur des secteurs hyper spécifiques ou pour des clients vraiment qui ont des contraintes très particulières, on est nous-mêmes amenés à aller chez nos concurrents. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que pour les grandes maisons,
j'ai envie de dire, les ETF sont très similaires. Pourquoi? Parce Ouais. que, en fait, j'ai envie de dire, en termes de prix, en termes de performance, il y a une veille concurrentielle qui est importante. C'est un marché extrêmement compétitif, des clients qui ont une fidélité qui est celle de gens avertis et qui connaissent leur marché. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a vraiment une similarité très proche. Donc, il n'y a pas de choses extrêmement structurelles qui différencient ces produits. Néanmoins, quand on va regarder des ETF, on va s'intéresser à plusieurs métriques. Donc, nous-mêmes, quand on est investisseur en ETF, alors on va regarder deux choses. D'abord, les frais. Les frais, c'est une composante importante, puisque évidemment, le frais est un détracteur de la performance. Alors, il faut savoir que ce n'est pas tout ce qu'il faut regarder. C'est-à-dire que les frais, les ETF, bien que répliquant les indices, les gérants d'ETF ont la capacité de générer de la surperformance par rapport à cet indice. Et là, je vais peut-être faire une petite parenthèse sur la notion d'ETF synthétique et d'ETF physique qui vont avoir une petite incidence. Je reviendrai sur ce point-là un peu après. Mais donc, on va être amené nous-mêmes à regarder est-ce que l'ETF est synthétique ou est-ce que l'ETF est en physique. Je reviendrai dans une seconde sur la différence entre ces deux typologies. Donc, on va regarder les frais, la performance, qui permettra de juger de la qualité de la réplication. Donc, on va regarder une notion qui s'appelle la tracking error, donc, qui va simplement mesurer la volatilité de l'ETF par rapport à son indice de référence. Cette tracking error sur les grands indices que vous avez mentionnés, Nasdaq, S&P, Eurostoxx, etc., elle est quasiment à zéro. C'est-à-dire que la capacité pour les Bien sûr. gérants de coller à l'indice de référence est très importante. Et après, ce qu'on va regarder, ça va être la taille, parce qu'évidemment, la taille de l'ETF est importante, puisque la taille, même si la liquidité est importante, la taille d'un ETF, alors quand on est particulier et qu'on a quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros à investir, évidemment, bon, on n'est pas amené à faire bouger le marché en exécutant, et puis on est exécuté en général dans la seconde, mais quand on a des investisseurs institutionnels qui ont des tailles conséquentes, la taille devient vraiment importante. Donc la taille est un point qu'on va regarder. Et puis le dernier point, c'est que vous allez souvent voir pour un même ETF, plusieurs ce qu'on appelle des codes ISIN, donc le code de référence qui vous permettra en fait d'accéder à l'ETF sur différentes places de cotation. Et là, l'idée, ça va être en préférence d'aller choisir la place de cotation qui correspond à notre zone géographique, de façon à limiter les problématiques fiscales et autres. Donc, c'est un épiphénomène surtout dans la zone euro. Donc là, on est moins regardant de ces choses-là, mais ce sont ces phénomènes-là. Maintenant, pour parler des ETF physiques et des ETF synthétiques. Donc, alors, on a souvent opposé ces deux typologies de construction d'ETF. Aujourd'hui, cette opposition n'a plus vraiment on va dire, de raison d'être particulière. Mais en fait, on a deux façons de construire l'ETF. Le gérant, qui a un ETF S&P 500, il va avoir l'option soit d'acheter les actions du S&P 500, et puis au gré des souscriptions et des rachats qu'il va subir, enfin qu'il va recevoir dans la journée, eh bien, il va vendre et acheter les actions pour parfaitement répliquer l'indice compte tenu de l'encours d'ETF qui lui est demandé. Donc ça, c'est une réplication qui est physique, qui induit pas mal d'opérations. Il faut acheter, vendre toute la journée, une quantité importante avec un petit décalage dans le temps. Donc ça peut induire une petite déviation, donc une très légère tracking error de la part du gérant. Par contre, du coup, là, on a les actions. Quand on achète l'ETF, en fait, derrière, il y a les actions, il n'y a pas de risque de contrepartie particulier. Le gérant peut disparaître, ça n'aura pas d'incidence particulière sur l'ETF lui-même. Et les gérants eux-mêmes ont la capacité de générer un peu de surperformance en jouant sur la notion de ce qu'on appelle le pré-emprunt de titres. C'est-à-dire qu'il y a tout un marché de pré-emprunt d'actions en particulier, certaines actions sont recherchées, d'autres sont moins recherchées pour faire de la vente à découvert pour certains investisseurs, pour jouer le paiement d'un dividende, etc. Et donc, il y a la capacité, en jouant sur ces actions, en les prêtant et les empruntant, d'aller générer un peu de surperformance. Donc ça, c'est la partie physique. La partie synthétique, elle, en fait, le gérant d'ETF va avoir ce qu'on appelle un VRAC, c'est-à-dire qu'il va avoir du cash qui va être, quand vous achetez votre ETF, c'est l'argent que vous apportez. Cet argent va être mis sur un compte de séquestré, un compte séquestré qui est mis de côté. Et le gérant va va avoir un produit dérivé avec une banque qui va lui verser exactement la performance du fonds sous-jacent, de l'indice sous-jacent. Donc là, on a une réplication qui est
parfaite, avec historiquement on va dire, un petit souci, c'est ce fait qu'on est lié avec cette contrepartie dans le cadre de la gestion de ce produit dérivé. Alors, il y a beaucoup de garde-fous qui sont mis en place et à partir du moment où le compte séquestre est bien fait et que les appels de marge du gérant sont bien faits, etc., en fait, le risque de contrepartie est vraiment minime et tous les problèmes qu'on a pu connaître, en particulier suite à la faillite de Lehman Brothers il y a maintenant de nombreuses années, la leçon a bien été retenue, donc il n'y a plus beaucoup de différence, tout ça est bien géré, la notion de collatéral. Et là, on a vraiment on va dire une indexation qui est parfaite sur le sous-jacent et la capacité là aussi de jouer, en fait, là c'est plus sur des notions d'avoir fiscaux sur les dividendes, etc., de générer un peu de surperformance par ce biais-là. Donc, bon an, mal an à la fin, oui, pardon, et Non, je pense qu'on j'en va ai pour une s'arrêter là sur la demi-seconde. différence entre Voilà, ETF physique voilà. Voilà. Mais et donc, c'est synthétique. très similaire. Nous, pour vous répondre, aujourd'hui, on regarde assez peu. On prend simplement le Parfait. meilleur, meilleure performance, voilà, bonne taille et et peu de tracking error. Ce seront les critères C'est qu'on va être parfait. amené à utiliser pour notre sélection. Ben, merci beaucoup. Et on va donc passer, je pense, à la slide 6. Voilà, Voilà. alors on a déjà un peu répondu à toutes ces questions, hein. Donc l'ETF réplique une multiplicité d'indices, de classes d'actifs, des stratégies, hein. L'ETF permet d'être short, c'est-à-dire faire des ventes à découvert sur certains marchés, donc en fait de gagner quand le marché, donc ce sont des outils qu'on utilise pour faire des paris à la baisse, de faire du levier, d'aller avoir des indexations multiples sur un marché, des zones géographiques par pays, par région, globale, etc. Des notions de change, et donc ça, on pourra en parler un peu plus tard. C'est-à-dire quand vous achetez le S&P en tant qu'investisseur européen, vous pouvez l'acheter en dollars, vous pouvez l'acheter en euros, et en fait, vous pouvez choisir de couvrir ou non la devise dans votre. Et en fait, on a des ETF qui sont hedgés et d'autres qui ne le sont pas. Et de façon beaucoup plus granulaire, si on va aller plus loin dans la granularité, et ça, nous, on est amené à beaucoup travailler autour de ces différentes notions, on va pouvoir choisir différents secteurs, différents thèmes, différents facteurs. Donc, il y a des thèmes, par exemple, autour de la défense en ce moment qui sont très à la mode, avec des ETF liés aux valeurs de la défense qui ont été lancés voilà, suite aux événements récents et au fort appétit sur ces marchés-là, sur les thèmes, donc les thèmes climatiques, etc. La capitalisation des distributions, j'en ai déjà parlé. Et ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est également, si on est sensible aux critères ESG, aux problématiques climatiques, c'est que pour beaucoup de ces indices-là, vous l'avez donc en version physique, synthétique, en version distribution, capitalisation, et vous l'avez aussi en version ce qu'on appelle SRI, donc Responsible Investing, donc des investissements responsables avec des critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance qui permettent d'améliorer, on va dire, la qualité à la fois en termes d'impact climatique et d'impact social de votre portefeuille. Et vous avez du coup des ETF qui vous permettent d'aller sélectionner les valeurs les plus vertueuses au sein du panier, d'aller les surpondérer. Voilà, donc c'est vraiment un panel qui jusque-là était réservé aux investisseurs institutionnels et que maintenant les investisseurs particuliers peuvent accéder de façon très facile. Donc, je pense que pour conclure, on apprend, on comprend que les ETF, d'abord, sont des outils peu chers, très efficaces, accessibles pour des montants faibles, et vous donnent une exposition selon vos convictions et votre Exactement. choix à un panier d'actions très large. Le S&P 500 contient 500 valeurs, le MSCI World en contient 1400 ou pas loin, ou un panier très large d'obligations. Mais je crois qu'on est en train de mettre le doigt sur le fait que derrière tous ces avantages, il se cache également quelques inconvénients, parce qu'on peut avoir l'illusion de se dire qu'on a une exposition très diversifiée en achetant un ETF S&P 500 ou un ETF Nasdaq. Or, en fait, on assume la même concentration que l'indice contient. Donc, je vais prendre une question qui nous a été posée pour faire la transition de la discussion qui, à date, a porté sur les avantages et les inconvénients d'un ETF pour commencer à parler des fonds d'ETF, donc qui sont un portefeuille constitué par les experts d'Amundi de différents ETF, pour expliquer pourquoi on a pris cette approche.
On a une question d'une personne qui est déjà client chez Amundi, hein, donc bravo, qui a un ETF Amundi Nasdaq et qui se pose la question de est-ce que je devrais ou est-ce que je pourrais aussi acheter un ETF S&P 500 ou est-ce que je ne fais que cumuler des expositions que j'ai déjà dans mon premier ETF et quid de l'intérêt de le combiner par exemple avec un ETF marché émergent. Moi, ma réponse, sans être un expert, ou en tout cas sans être l'expert que tu es, Jean-Xavier, c'est qu'en fait, en prenant ces 3 ETF, Nasdaq, S&P 500 et marché émergent, on pourrait se dire, je suis en train de me mettre à l'abri et je suis en train de diversifier comme une brute, alors que rien n'est moins vrai parce qu'aujourd'hui, ces 3 indices sont tous les 3 portés par la vague IA, par l'attrait énorme de la tech et de toutes les valeurs qui contribuent au développement du secteur de l'intelligence artificielle. Donc, je vais sans doute me tromper dans les chiffres exacts, mais de mémoire, le Nasdaq est porté par cette valeur, les Magnificent Seven, qui représentent, si ce n'est le tiers, c'est probablement 40% de l'indice. C'est même cette valeur représente le tiers de l'indice du S&P 500. Et quand on regarde l'indice marché émergent, en fait, il faut savoir que 3 valeurs seulement, donc 2 valeurs tech sud-coréenne et une valeur taïwanaise représentent 30% ou plus de cet indice-là. Donc, le jour où le marché de la tech ou l'attrait de la tech s'inverse et où les sentiments de marché changent, quelqu'un qui aurait voulu diversifier ses expositions sur ces 3 ETF distincts, S&P 500, Nasdaq et marché émergent, eh bien en fait, les 3 sont plutôt très corrélés si cette thématique venait à se renverser et verrait son portefeuille en valeur, en tout cas, baisser probablement relativement fortement. Et c'est toute l'idée derrière la constitution de portefeuilles prudents, équilibre, dynamique, constitués uniquement d'ETF. Et je vais te repasser la parole, Jean-Xavier, pour enlever ce stress d'une potentielle corrélation entre différents ETF et pour arriver à des portefeuilles que vous, chez Amundi, estimez véritablement diversifiés. Et par véritablement diversifiés, je veux dire que le degré de corrélation entre les différentes composantes de ces portefeuilles a évidemment été pris en compte, justement pour pouvoir résister dans la tempête qui un jour viendra sûrement. Voilà, je m'arrête là parce que je ne veux pas enlever ta matière, mais je crois que la question qui nous a été posée était une très belle transition de qu'est-ce qu'un ETF à maintenant, pourquoi et quelle est la valeur et quels sont les avantages de fonds d'ETF. Tout à fait. Alors, je ne sais pas quoi rajouter parce que c'était exactement, c'était parfait. Donc, mais effectivement, quand on va construire un fonds d'ETF, on va faire plusieurs choses. Le premier exercice, comme tu l'as décrit, ça va être de faire une analyse, ce qu'on appelle une analyse factorielle de chacun de nos ETF, afin de comprendre pour chacun des produits et chacune des zones géographiques, chacun des indices sous-jacents, quelle est la sensibilité à certains facteurs. Donc, comme tu l'as décrit, la sensibilité aux semi-conducteurs, à la tech, sur le marché américain ou le marché coréen est extrêmement importante. C'est moins sensible sur le marché européen, par exemple, encore moins sur le marché japonais. Donc, on a vraiment des typologies de marché qui sont liées en fait à la structure des indices sous-jacents qui ont une exposition sectorielle et factorielle à certains pans de l'économie qui vont faire effectivement que certains indices vont avoir tendance à bouger de concert dans certains environnements. Donc, on va faire cette analyse qui va nous permettre de bien comprendre quelles sont les expositions sous-jacentes pour chacun des ETF et chacun des indices aux différents facteurs qui nous permettront de mesurer le risque relatif et le degré de corrélation entre ces classes d'actifs. Donc ça, c'est entre ces différents indices. Le deuxième degré de diversification qu'on va être amené à mettre en œuvre, c'est la diversification donc cette fois-ci macroéconomique. Donc on a parlé des émergents qui sont effectivement de fait de la structure même et du poids des semi-conducteurs dans les marchés émergents. Effectivement, on a ce biais taïwanais, coréen que tu as très bien décrit, mais on voit bien que l'économie malgré tout émergente, l'économie européenne, l'économie américaine ne sont pas parfaitement corrélées. Il y a un certain même si évidemment l'économie américaine a une grosse influence, mais on voit bien que les cycles ne sont pas tout à fait synchronisés et qu'il y a de la valeur relative à jouer et que dans certaines situations, certains marchés se tireraient mieux que de la situation leur serait plus favorable que dans d'autres. Le troisième niveau de diversification, c'est la diversification entre les classes d'actifs, c'est-à-dire entre les actions et les obligations et
l'or dans le cas qui nous intéresse, mais les matières premières en général, pour dire que bah, en fait, les obligations et les actions ce qui va faire bouger le prix de ces marchés-là, les fondamentaux qui les font bouger ne sont pas les mêmes. Et il y a une forte décorrélation. Alors, il y a des périodes où ça marche mieux que d'autres, mais on va être amené à jouer certains marchés donc obligataires par rapport au marché actions. Et encore une fois, on va toujours se placer en prospective, c'est-à-dire qu'on va étudier le comportement de ces différents marchés dans l'historique, qui va être notre input premier dans nos analyses, mais derrière, en particulier pour articuler les différentes zones géographiques et ou les différentes classes d'actifs, on va être amené à essayer d'anticiper ce que peut devenir la macroéconomie à des horizons de 1, 3, 5 et 10 ans. Alors évidemment, on n'a pas de boule de cristal, hein, on n'est pas des magiciens, donc nos prévisions, c'est un peu comme des prévisions météorologiques, c'est-à-dire qu'on a un degré de confiance qui est un peu plus fort à court terme qu'il ne l'est à long terme. Néanmoins, on est capable d'inclure des phénomènes qu'on sait comme étant très très importants dans ce qui se déroulera dans les horizons moyen et long terme. On peut parler, pour donner un petit exemple, des évolutions démographiques qui ont un gros impact. Donc, parler de marchés émergents par rapport aux pays développés, on voit bien que l'évolution démographique des pays développés n'est pas particulièrement folichonne et que, on va dire, le poids des pays émergents et le dynamisme démographique de pays émergents hors Chine sera évidemment porteur en termes de croissance mondiale. Le changement climatique, évidemment, ça va avoir des impacts à la fois sur les ports, sur le risque physique, la capacité pour certaines entreprises de continuer leurs activités là où elles le sont, et puis le coût de la transition, c'est-à-dire que on anticipe que le monde finira par être net zéro à un moment donné, c'est à avoir un taux d'émission CO2 à zéro. Alors est-ce que c'est dans 30, 40, 50, 70 ans? On ne sait pas. Est-ce que du coup on aura des températures qui auront monté de 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 degrés? On ne sait pas. Mais on sait que ça aura un coût important et que du coup, ce coût-là devrait être financé à la fois par les banques centrales, que ce sera plus important dans certaines zones que dans d'autres. Un autre phénomène qu'on est capable de prendre en compte, par exemple, c'est l'intelligence artificielle, l'impact de l'intelligence artificielle. Et donc, les questions qu'on est amené à se poser, c'est à la fois en termes de productivité, sur quel est l'impact sur l'économie, en quoi ça nous permettra de faire plus avec moins, et donc d'être plus rentable en termes d'économie, mais surtout qui seront les gagnants et les perdants, à la fois en termes de hardware, donc de qui fabriquera les puces, où seront les data centers. Et donc là, on est en plein dans la discussion sur les semi-conducteurs qu'on évoquait tout à l'heure, puisqu'en fait, les évolutions des anticipations bougent dans le temps en fonction des nouvelles. Et puis après ça, la partie hardware et la partie software, c'est-à-dire qui sera leader sur le marché, quels seront les algorithmes qui seront les plus utilisés avec cette compétition Amérique et Chine qu'on connaît, qui est drastique, et l'Europe qui reste un peu en embuscade derrière en attendant de découvrir quel sera le bon modèle économique. Donc on est capable d'incorporer tout ça, donc on a un degré de certitude sur l'impact qui diminue avec l'horizon de temps, mais néanmoins on est capable d'anticiper de ce que ça pourra avoir comme impact sur le niveau des taux, le niveau de l'inflation, le niveau de croissance, et d'adapter le portefeuille en conséquence. Donc on va jouer des horizons longs, des horizons beaucoup plus tactiques, beaucoup plus courts dans nos allocations, et le portefeuille est construit en intégrant tout cela. Voilà, Donc, c'est juste vraiment pour revenir sur les multi-strat. portefeuilles, parce qu'on voit bien qu'il y en a trois qui sont différents, Ouais. prudent, équilibre, dynamique. Pour faire simple, le prudent, il est constitué à trois quarts d'instruments, entre guillemets, Obligataire. moins risqués, Ouais. c'est-à-dire Voilà. obligataires, et or. Et pour 25%, donc pour le quart, sur des actifs risqués, c'est-à-dire les actions de toutes les régions du monde. L'autre bout du spectre, le dynamique, c'est l'inverse, c'est 75% actions et donc avec des ambitions de rendement bien supérieures, mais avec néanmoins un quart exposé à des ETF obligataires et un ETF or. Et équilibré, c'est 50-50. Voilà. Je voudrais que tu passes peut-être 1 ou 2 minutes sur le nombre d'ETF qui sont dans chaque portefeuille, pourquoi il y en a plusieurs, même au sein d'une même classe d'actifs, parce qu'on voit bien que dans la classe d'actifs actions, il y a plusieurs ETF qui sont dans chaque portefeuille. Et comment vous faites pour vous assurer que ces trois quarts, un quart, dans un sens ou dans l'autre, soient respectés en permanence, le Voilà. fameux rebalancing.
Ouais, tout à fait. Alors, le trois quarts, un quart, effectivement, c'est vraiment pour avoir en tête les principaux, les principaux blocs et vraiment de gestion de risque global. Alors, si vous regardez ces graphiques, vous verrez que c'est pas tout à fait trois quarts, un quart, qu'on est un peu, on est un peu au-delà, on a un peu plus d'action en fait que les chiffres que tu viens de mentionner. Mhm. Parce que évidemment, quand on va construire le portefeuille, on va chercher en fait, on va souvent fixer un objectif de risque pour une allocation, donc qui va nous permettre de gérer la volatilité du portefeuille et donc les risques de perte sur des zones, sur des périodes données. Mais on va être amené à faire des paris, on va dire un peu tactiques, en fonction de nos préférences à court terme. Donc on a la grosse masse, c'est trois quarts, un quart, et puis on va dévier un petit peu de ce trois quarts, un quart en fonction de nos anticipations à court et moyen terme. Donc là, on est légèrement surpondéré action. Donc c'est pour ça que on n'est pas exactement dans les chiffres que tu évoquais. La granularité, donc vous voyez, il y a à peu près 12, il y a entre 12 et 14 lignes en fait entre chacun de ces profils. La granularité qu'on a, vous voyez, donc ça va être crédit européen, souverain américain, souverain européen, high yield émergent, US, Europe, Asie, or. Donc on a une granularité en fait où on va essayer de capturer au sein des différents facteurs de risque qu'on a évoqués tout à l'heure, des choses qui sont les plus diversifiantes les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à rajouter un ETF qui en fait va simplement répliquer une exposition déjà existante. Non, on va chercher à avoir des briques qui contribuent à la diversification du portefeuille. Et quand on les construit, on a vraiment ça en tête. Quand on va rajouter un ETF, c'est vraiment dans l'idée de rajouter quelque chose qui va contribuer à la diversification, soit en améliorant le rendement, soit en baissant le risque du portefeuille. Maintenant, si vous regardez les différents ETF donc, qui sont à notre disposition et qui sont dans les allocations, donc vous voyez que ce sont en fait bon an mal an les mêmes avec des pondérations différentes à quelques exceptions près. Et ce que vous allez voir, c'est qu'on est exposé pour la partie actions, aux actions japonaises, aux actions émergentes, aux actions européennes qui incluent des small caps. Donc, on va jouer les petites capitalisations versus les grandes capitalisations. On a cette finesse-là. Et un exemple intéressant que j'évoquais tout à l'heure, au sein du S&P, on a deux lignes. Et donc, on a une S&P classique et un S&P ici qui est indiqué comme étant hedgé. Pourquoi? Parce qu'on a une vision sur le dollar qui est assez défensive. Et donc, l'idée pour nous, c'est de dire on veut du S&P, mais on veut pas trop de dollars quand même dans l'allocation. On est très confiant sur les actions européennes, les actions américaines, pardon. On préfère les actions américaines aux actions européennes, bon an mal an. Donc, sans dire qu'on met toutes nos actions européennes, des actions américaines, pardon. On met pas tout sur le rouge. On garde une diversification, mais néanmoins, on va surpondérer les actions américaines. Et par contre, le dollar, on est un peu moins confiant. Donc, du coup, on va être amené à couvrir une partie de notre exposition par ce biais-là. Et puis après, vous avez des indices ici MSCI. Donc, les indices MSCI qui sont des indices beaucoup plus larges. Donc, ici, c'est du MSCI USA. Il y a aussi à notre disposition des MSCI World, par exemple, où là, on en parlait tout à l'heure. C'est un indice qui, en fait, investit dans l'intégralité des actions des pays développés dans le monde. Donc, c'est un marché c'est un indice qui est très, très large. Voilà, donc le choix de ces ETF est vraiment guidé par notre volonté de diversification, d'aller chercher des segments de marché sur lesquels, soit qui contribuent beaucoup en termes de risque, de diminution du risque et de diversification, soit parce que ce sont des secteurs de marché sur lesquels on est particulièrement positif. Le Japon et les marchés émergents, par exemple, sont vraiment on les Conviction. voit dans ce portefeuille parce que sur les actions, parce que ce sont vraiment des zones sur lesquelles on est très positif. Donc, on va les surpondérer, ces zones-là, en investissant directement dans des ETF sur ces pays-là. Et tous les trimestres, enfin, imaginons une seconde que le marché américain continue sa folle course vers le haut alors que tous les autres marchés, notamment obligataires, sont en baisse. De façon automatique, les Évidemment, différents ETF les étant poids valorisés tous vont, les les poids jours, vont dévier. Ouais, voilà, la ouais, pondération va changer et on va se retrouver dans un portefeuille dynamique, par exemple, non plus avec 75-25 ou même légèrement plus, on va dire 78-22, mais on pourrait théoriquement se retrouver exposé à ouais. 95-96% actions, tout simplement parce que les marchés ont bougé dans un sens et dans un Plus autre. performé. Ouais, tout à fait. Alors, effectivement, nous, à une fréquence régulière, pas trimestrielle, on va en fait rebalancer le portefeuille. C'est-à-dire qu'on va, alors, on va pas le faire, on va le faire de façon,
on va se poser la question de façon systématique. C'est-à-dire que systématiquement, on va dire on a une allocation cible qu'on va définir à peu près une fois par an, qui va être notre allocation cible à moyen terme, autour de laquelle on va s'autoriser quelques petites déviations. Mais cette allocation cible, elle va tous les trimestres, on va se poser la question, est-ce qu'on revoit cette allocation cible? Est-ce que le marché a évolué de façon significative? Est-ce qu'il y a des événements particuliers qui nous font revoir nos scénarios macroéconomiques, par exemple? Et cette allocation cible, on va se poser la question de, est-ce qu'on a des vues tactiques qui font qu'en fait, on est toujours aligné et que les évolutions des pondérations vont dans le sens qui nous plaît? Mais bon, ce serait un hasard tout à fait heureux. Mais dans 99% des cas, en fait, on va être éventuellement amené à rebalancer le portefeuille, c'est-à-dire on va ramener le portefeuille sur les allocations cibles, ce qui va nous amener en fait à prendre nos profits sur les marchés qui ont le mieux performé et nous réallouer sur les marchés qui seraient un petit peu à la traîne, sachant qu'on a toujours la vision relative sur ces différents marchés. Voilà. Donc on est amené de façon systématique à se remettre à notre allocation cible si on n'a pas changé, et après on a la capacité malgré tout d'avoir une certaine flexibilité et de gérer ce rebalancement en fonction de l'évolution de nos vues tactiques. Donc, si je me mets à la place de l'épargnant, de deux choses l'une, soit il constitue lui-même son portefeuille d'ETF, ce qu'il est parfaitement en droit de faire, mais il court deux, trois risques. Le premier, c'est qu'il cumule des ETF par lesquels il prend en fait des expositions qui sont très corrélées. Et le deuxième risque, c'est qu'en n'y consacrant pas suffisamment de temps, la composition initiale de son portefeuille change parce que les marchés évoluent et que sans le savoir, son exposition sur une classe d'actifs donnée ou sur une région donnée augmente et l'expose à un risque qu'il n'était pas nécessairement, enfin qu'il ne souhaitait pas nécessairement prendre au départ. Donc, si je reviens encore une fois sur la question fondamentale, hein, c'est pourquoi on a conçu ensemble ces fonds d'ETF. C'était un, pour s'assurer d'une véritable diversification décorrélée, et deux, pour avoir des experts qui regardent ce portefeuille, qui le suivent et qui le rebalancent, pas nécessairement au pourcentage près, mais qui le rebalancent tout en gardant leur conviction. Donc ça je comprends bien que c'est des forces de ces fonds d'ETF. Peut-être qu'on peut passer, si ça te convient, à leur performance, parce que ça, c'est un sujet évidemment qui est toujours intéressant. Alors, il faut savoir que les fonds d'ETF qu'on a créés ensemble n'existent pas depuis un an, donc il est difficile et réglementairement interdit de publier trop de data sur les perfs, mais en même temps, on a le droit de parler de ce qui est la réalité à date, et donc c'est ce qu'on compte faire. Et j'espère que le prudent prouvera de délivrer un rendement inférieur au dynamique, mais en étant moins volatile, parce que c'est un peu ça le jeu. Mais je te laisse nous expliquer ça. Tout à fait. Oui, alors tout à fait. Donc, alors c'est bien le cas. Donc, regarde, donc je vais passer les slides les uns après les autres. Alors, l'échelle à gauche n'est pas tout à fait heureuse, donc on s'en rend pas tout à fait compte, mais on voit bien que sur une valeur liquidative à 50 en octobre 2025, donc on est à 51,41 pour le prudent, 53,44 pour l'équilibré et 55,47 pour le dynamique. Donc pour le dynamique, on est au-delà des 10% de rendement sur 8 mois. Donc c'est vraiment une perf qui est très significative dans un marché qui a été. Alors, concernant la volatilité que tu évoquais, puis après je reviendrai un petit peu sur l'évolution des performances éventuellement, un indicateur utile pour les personnes qui sont en ligne aujourd'hui pour en fait essayer d'estimer quels sont les risques en termes de volatilité, donc le fait que la valeur liquidative de l'ETF peut bouger beaucoup ou pas. Vous avez en haut ce qu'on appelle un indicateur de risque, donc un SRI en bon acronyme, qui est en fait une graduation entre 1 et 7 et qui en fait permet de comparer les indices les uns avec les autres. Alors, dans ces différents profils, en fait, la graduation est assez large. Donc, vous verrez que les profils équilibrés et prudents tombent tous les deux dans la graduation numéro 3. Moins c'est risqué, plus le chiffre est bas. Mais le profil prudent, lui, est bien en terminologie 2, ce qui veut dire que son risque intrinsèque est inférieur. Les fonds équilibrés
et Dynamique, eux, sont dans la poche 3. Il faut savoir que pour avoir une poche 4, il faut être investi quasiment à 100% en actions dans un marché. Et puis après, au-delà, ça va être des produits avec des leviers, etc. Donc, du coup, voilà un petit curseur qui permet de juger ça. Et si vous regardez l'évolution de la valeur liquidative, effectivement, bon, vous voyez que le marché a été assez chahuté, hein. On a eu, en particulier au mois de février, suite aux événements en Iran, dans le détroit d'Ormuz, un marché extrêmement volatile avec beaucoup d'interrogations, mais finalement un positionnement qui est resté, qui a été assez bien construit en amont en termes de gestion de la diversification. Et donc, vous voyez que finalement, dans un marché qui a été particulièrement volatile, les valeurs liquidatives se sont bien tenues, en particulier pour l'ETF prudent, mais que c'était malgré tout une très belle performance sur la période. Et évidemment, il faut tout de suite rajouter que la performance du passé n'est pas un bon Ne indicateur pour préjuge les pas, performances voilà. futures. Mais ceci étant dit, je pense que le point que tu as avancé sur la note SRI, ça démontre bien que les régulateurs qui accordent ce type de note euh, euh, jugent favorable, en tout cas le degré de diversification dans les portefeuilles, comprennent qu'il y a une partie du portefeuille qui est exposée à des risques moindres, des risques obligataires, ce qui explique les notes relativement basses. Et encore une fois, Voilà. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, ça ne veut pas dire que la valeur liquidative ne peut pas baisser, ça ne veut pas dire que votre capital n'est pas un risque, mais les trois profils sont dans des gammes de risques qui sont plutôt modestes sur une échelle qui va de 1 à 7, hein, par définition. Et c'était un des objectifs qu'on a souhaité atteindre avec Amundi lorsqu'on a conçu ces portefeuilles d'ETF. Je ne sais pas, alors, il y a une question intermédiaire, je ne savais pas trop quand la poser, donc je vais la poser maintenant. Et je pense qu'on pourrait y passer des heures, mais je crois qu'on va tâcher de le faire en quelques minutes quand même. C'est comment avoir une vision sur les marchés. Alors, je vais te laisser répondre, Jean-Xavier, mais je vais te donner ma version courte. Il est impossible de prédire les marchés, quels que soient les moyens dont on dispose et le temps qu'on y consacre. Sinon, ce serait trop facile. En revanche, c'est probablement la combinaison entre une certaine expérience quand même. Encore une fois, le passé n'est pas nécessairement un bon indicateur sur le futur, mais en tout cas, s'y connaître en finance permet de se former une opinion sur les taux, les cours de bourse et j'en passe. Le second point, c'est qu'il y a beaucoup de littérature sur le sujet et donc il est relativement facile à l'ère d'Internet et de l'IA de se renseigner et d'obtenir beaucoup de sources d'informations. Mais trois, et j'insiste sur ce point, il y a des gens dont c'est le métier. Et c'est peut-être la bonne transition pour toi, Jean-Xavier, pour reprendre la parole. Mais c'est une des raisons supplémentaires pour laquelle on a conçu les fonds d'ETF, parce qu'on espère qu'ils permettent à nos investisseurs qui souhaitent peut-être pas y consacrer le temps que vous, Amundi, y consacrez, de dormir tranquille la nuit en sachant que ces portefeuilles-là ont été conçus par des experts, sont surveillés par des experts et sont ajustés au fil de l'eau et en fonction des conditions de marché par ces mêmes experts. Avec cette introduction, Jean-Xavier, je suis certain que tu as des choses à rajouter. Non, mais tout à fait. Donc, c'était encore une fois, je suis tout à fait en ligne avec ce que tu viens de dire. Il faut lire énormément et il faut avoir un énorme bagage académique pour arriver à bien comprendre la dynamique des marchés et une grande expérience. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir individuellement, hein. Donc, moi, aujourd'hui, je vous parle d'allocation, etc. Mais il faut savoir que quand je vais construire mon portefeuille, je vais revenir en arrière et vous allez voir juste une petite footnote qui avait une petite source là en bas. Ici, vous voyez, il y a marqué modèle CASM d'Amundi Asset Management. Ce modèle CASM, qui s'appelle, en fait, c'est le Cascade Asset Simulation Model, c'est notre modèle qui nous permet de faire des prévisions sur les différents marchés à des horizons 1, 3, 5, 10 ans. D'ailleurs, ces informations sont publiques, donc si vous cliquez sur le petit lien qui est en bas, vous aurez accès aux documents qui vous détaillent le modèle, ses résultats, nos hypothèses, etc. Ce modèle-là, il y a, en fait, pour construire ces portefeuilles-là, moi, je m'appuie sur les résultats de ce modèle-là. Ce modèle-là, il y a 3 informaticiens à temps plein qui font uniquement de la gestion de base de données. Et ce modèle reçoit en input les vues macroéconomiques de l'Amundi Institute dans lequel il y a 80 personnes
qui sont dédiés simplement à faire des prévisions macro. Donc, ils sont très spécialisés sur marché émergent asiatique, sur actions américaines, obligations européennes, etc. Ces gens-là produisent des vues macroéconomiques qui vont être à la base de ces prévisions. Et derrière, on ne va pas s'intéresser que à des vues fondamentales, on va aussi s'intéresser à des vues propres sur ces différents marchés. C'est-à-dire qu'on va confronter nos vues théoriques avec les vues pratiques que peuvent avoir les praticiens de marché. Donc, on a, moi j'ai à ma disposition, on est à quasiment 1500 professionnels d'investissement chez Amundi. Et donc, quand je pose une question sur le marché japonais, je vais aller voir le gérant d'actions japonaises et je vais confronter ce que dit les vues macro avec ce que lui pense du marché. Parce que ce qui est important d'avoir en tête, c'est quand on va se positionner sur un marché, ce qui est important, c'est à la fois notre vue qu'on a sur le marché, mais c'est aussi notre vue relative à nos compères. Parce que si tout le monde pense que ça va monter, eh bien, il est probablement trop tard pour entrer dans ce marché-là, même s'il y a une certaine latence. Mais vraiment, ce qui va être important pour nous de comprendre, c'est quelles sont nos anticipations et comment ces anticipations se positionnent par rapport au reste du marché. Et c'est pour ça, en particulier, que le marché est assez difficile à prévoir, parce que lire quelles sont les primes de risque incluses actuellement dans un marché, c'est quelque chose qui est assez dur, surtout dans un environnement géopolitique qui est assez torturé comme celui qu'on traverse. Donc, voilà, se fier, lire énormément, trouver les bons partenaires et s'appuyer sur des ressources, mais ce sont des ressources qui sont vraiment, qui sont importantes. Peut-être un dernier point qui me vient et puis on passera à d'autres questions, qui est que bizarrement peut-être, contre-intuitivement peut-être, il est beaucoup plus facile de prédire les marchés sur des très longues durées que sur des durées très courtes. Et donc la stat qui me vient, c'est que dans 47 ou 46% des cas, le marché boursier baisse, ce qui veut dire tout simplement que dans 53% des cas ou 52% des cas, le marché boursier monte en une journée, en une séance. Donc ça veut dire que vous avez à peu près 50-50% de chance, mais heureusement, le biais est favorable. Il y a un léger biais favorable. Il y a un peu plus de journées où les marchés boursiers montent que des marchés boursiers baissent. Donc, impossible de prédire d'un jour à l'autre si le marché va monter ou baisser, il me semble. En revanche, si vous prenez des durées de 30 ans, vous pouvez commencer presque à n'importe quelle date de l'histoire de l'humanité, enfin, depuis que les marchés financiers existent. Et sur 30 ans, la probabilité de tomber sur une période où sur 30 ans, le S&P 500, par exemple, a baissé, ça n'est jamais arrivé. Donc, l'investissement dont on vous parle, que ce soit même pour le profil prudent, que ce soit clair, on vous parle de fonds d'ETF dont l'horizon de placement doit être de l'ordre de 5 ans ou idéalement plus. Parce que c'est avec le temps qu'on a de plus en plus d'assurance que la performance va être au rendez-vous et que le rendement sera au rendez-vous. Peut-être qu'on peut passer sur la slide des risques parce qu'on a parlé énormément des avantages de ce qu'on a conçu ensemble, mais il ne faut pas oublier qu'il y a également des risques qui sont associés à tout investissement, mais il est important de les rappeler. Donc, on a beau diversifier sur plein de classes d'actifs, sur plein de régions géographiques, sur des actifs qui sont décorrélés et même inclure une petite dose de commodité dans le format de l'or physique, on n'échappe pas au risque de perf, ça s'appelle le risque en capital, qui peut arriver notamment sur les durées courtes et où il faut probablement rappeler que plus un fonds d'ETF ou n'importe quel fonds d'ailleurs est dynamique, voire agressif, plus la volatilité sera grande et donc plus les pertes possibles sont importantes, même si, encore une fois, sur des durées très longues, les statistiques du passé démontrent que sur le très long terme, on retrouve ces petits et on génère des rendements plutôt attractifs. Je pense que s'il fallait les classer, il y a le risque de capital. Le risque de liquidité, il est plus réduit parce que justement, les fonds dont on parle sont constitués par des ETF. Et là aussi, pour être clair, Jean-Xavier a parlé d'une multitude d'ETF qui commencent à spécialiser avec énormément d'ETF récentes qui sont très thématiques, très précises sur, par exemple, la défense ou j'ai vu récemment un ETF qui joue la thématique des drogues douces. Là, en ce qui me concerne, je commence à me méfier un peu plus sur la liquidité parce que typiquement, ce type d'ETF très thématique, très spécifique, les sous-jacents, il y a une dizaine de titres, peut-être une vingtaine de titres.
à contraster avec un ETF CAC 40 où par définition il y a déjà 40 titres, l'Eurostoxx 600 où il y en a 600 et le S&P 500 où il y a 500 valeurs sous-jacentes. Donc, la liquidité, je ne le mettrai pas au même niveau que le risque de perte en capital. Je ne sais pas s'il y a d'autres risques, Jean-Xavier, que tu souhaites surligner, en particulier sur cette slide qui est très complète, il me semble. Non, alors c'est extrêmement complet. Donc après, la question, c'est chacun de ces risques. Certains sont effectivement plus importants. Donc risque de marché, ce sera quand même vraiment le risque numéro un qui impactera quand les marchés actions vont baisser. Ça aura un impact potentiel. Après, voilà, c'est plus des risques à court terme, puisque comme tu l'évoquais, sur des délais de détention longs, ce risque est dilué dans le temps. Le risque de variation de taux d'intérêt, donc ça, c'est en particulier dans le profil prudent, c'est plus important, parce que là, on a une sensibilité au risque de taux de part de la poche obligataire qui est plus importante. Et puis les marchés émergents, évidemment, puisque on a une exposition aux marchés émergents et sont des marchés qui peuvent être assez volatiles. Donc ça peut être voilà, ça peut être. Après, les autres risques sont là, il faut les garder en tête. Il faut savoir qu'il y a énormément de garde-fous. On a parlé du risque de collatéral, et le risque de contrepartie. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur la notion de synthétique, physique, etc. Donc ce sont des risques qui existent, mais qui sont vraiment contrôlés et qui sont vraiment pris en compte dans la structuration de ces produits-là. Voilà, donc on est voilà, dans l'ordre, on est bien comme ça. Et peut-être la dernière slide sur les commissions, parce que c'est là aussi un sujet important. Je crois que Jean-Xavier a très clairement exprimé et expliqué que l'un des avantages principaux d'un ETF par rapport à un fonds actif, c'est que dans la très très grande majorité des cas, les commissions facturées par les gestionnaires sur les ETF sont très largement en dessous d'un fonds géré dit de façon active. Et c'est tout à fait lié au fait que il y a beaucoup plus de ressources humaines qui doivent être dédiées à la gestion d'un fonds actif par rapport à un ETF, notamment sur les très grands indices où le gros du boulot est fait par des machines et des ordinateurs. Donc, cet avantage, évidemment, on le retrouve dans un fonds d'ETF, puisque les frais de gestion vont être bien moindres. Là, on les a mis en évidence, ils vont être de l'ordre de 0. Enfin, pour les fonds d'ETF d'Amundi que nous mettons en avant, ils sont de 0,70% par an, à comparer avec 1,50 voire 2% par an sur certains fonds actifs très spécialisés, sachant que le 0,70 est quand même supérieur aux commissions annuelles que facture un ETF que vous pourriez acheter en direct, qui peuvent être de l'ordre de 0,10, 0,20, 0,30% selon le sous-jacent, selon la taille de l'ETF et sa popularité. La différence entre le 0,70 et le 0,20, c'est effectivement qu'il faut rémunérer Amundi pour le travail qu'effectue Jean-Xavier avec ses équipes au quotidien, c'est-à-dire la constitution et la conception du fonds, la gestion de ce fonds avec les rebalancements et les remises à niveau qui se font de façon régulière et la réflexion qu'il y a derrière sur l'évolution du portefeuille en fonction des conditions de marché et en fonction de ce que peuvent donner les multiples systèmes qu'utilise Amundi pour faire de son mieux pour prédire les conditions de marché. Prédire les conditions de marché, c'est impossible, mais avoir des équipes de dizaines et de dizaines d'économistes, d'analystes et j'en passe, qui passent leur temps à essayer d'analyser le contexte et de prédire ce que pourrait être le futur pour les mettre dans un modèle permettant à Jean-Xavier et ses équipes de faire des ajustements pour positionner les portefeuilles qu'on vous propose le mieux possible. Évidemment, ça a un coût et c'est ce qui explique la différence entre le fameux 0,20 et le 0,70. Le coût total pour quelqu'un qui investirait dans un de ces fonds ou dans plusieurs de ces fonds d'ETF via Cashbee, il est de 1,45 par an, tout simplement parce qu'il s'y rajoute le 0,75% incompressible des frais de gestion de contrat qui sont facturés par Generali. Donc, ces 0,75% n'ont rien à voir avec le fonds d'ETF en soi, c'est le coût de l'enveloppe. Vous investiriez chez Generali dans un fonds euro, Netissima par exemple, les 0,75 s'appliqueraient de la même façon. Donc ça, c'est les coûts de l'enveloppe. Et donc, on arrive à ce qui nous semble être une tarification qui est très bonne pour un fonds d'ETF, encore une fois, et qui essaye de combiner les avantages des ETF individuels, dont on a beaucoup parlé,
mais aussi d'éviter les écueils que ces ETF individuels peuvent cacher pour celui ou celle qui ne s'y connaîtrait pas très bien et qui se dit en achetant un ETF S&P 500, je suis à l'abri de tout, je suis bien diversifié. Non, en fait, vous avez une exposition au dollar, vous avez une exposition à cette valeur de la tech. Et même si cette stratégie a pu très bien marcher durant les 10 dernières années, que vous le sachiez ou non, vous prenez des risques plutôt très concentrés. Donc, je vais peut-être revenir aux quelques questions qui nous ont été posées. Quelle est la différence avec l'investissement dans une assurance vie? Sélectionner les supports d'investissement selon notre profil de risque. Est-ce qu'effectuer des versements réguliers ne permet-il pas de mieux faire fructifier notre épargne? Alors, il y a beaucoup de questions. Je vais prendre la première et je vais te donner la seconde, Jean-Xavier. Donc, l'assurance vie, pour nous, ce n'est qu'une enveloppe. C'est l'outil dans lequel on met différents types d'investissements. Et celui qu'on préconise et qu'on pousse et qu'on commercialise avec enthousiasme, ce sont les fonds d'ETF dont on vient de parler depuis à peu près maintenant 60 minutes. Donc, ce n'est ni plus ni moins qu'un panier dans lequel on met, par exemple, les fonds d'ETF dont on vient de parler. Est-il utile et intelligent et efficace de faire des versements réguliers sur l'assurance vie et notamment sur ces fonds d'ETF? Ma petite réponse est oui, mais Jean-Xavier, je te laisse étoffer la réponse si tu veux bien. Oui, alors il faut savoir que vraiment, comme tu l'as évoqué, l'enveloppe assurance vie est parfaitement, ça n'est qu'une enveloppe, mais qui est très flexible en termes d'outils d'investissement. Après, ce fonds d'ETF qui s'inscrit dans ce cadre assurantiel permet de bénéficier d'une enveloppe à la fois fiscale et essentiellement fiscale, qui est extrêmement concurrentielle. Néanmoins, voilà, la question d'investir dans un fonds d'ETF se pose hors de l'assurance vie. Hein. En fait, on investit dans un produit qui nous intéresse. La question d'aller investir de façon régulière, effectivement, ça c'est une chose importante sur laquelle moi j'insiste beaucoup, qui est de dire les marchés sont durs à prévoir. Effectivement, on investit sur du long terme, on parle de quelque chose qui est à 5 ans. On va essayer de faire en sorte, le point d'entrée est important, mais le point d'entrée est dur à trouver. Donc en fait, l'idée d'investir progressivement et de construire son épargne de façon progressive, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que ça permet de minimiser ce qu'on appelle son risque de déception et de se dire voilà, si on est toujours plus sensible au point bas qu'au point haut et donc d'investir progressivement, en fait on va diluer ça et ça va permettre de vraiment se concentrer sur ce qui a vraiment de l'importance, c'est-à-dire la performance à long terme, sans chercher absolument à rentrer sur des points bas. Donc vraiment, pour répondre à la question, d'investir dans une enveloppe assurantielle, ça a beaucoup d'avantages. Ces fonds d'ETF ont un avantage eux-mêmes qui est spécifique. Et après, le profil d'investissement progressif, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Et peut-être pour compléter cette réponse, je dirais qu'il faut surtout ne pas arrêter de faire des versements mensuels, par exemple, à partir du moment où les marchés se retournent et commencent à baisser. Donc, il faut éviter ce biais psychologique qu'on a, nous, humains, qui est de fuir le risque, parce que vous comprenez bien que l'utilité, l'efficacité des versements réguliers, c'est de continuer à faire des versements lorsque les marchés chutent. Certains experts diraient c'est à ce moment-là que les marchés sont en solde. Et c'est quand ils sont en solde qu'il faut poursuivre vos achats. Vous demandez d'augmenter vos achats alors que tout est en rouge et que tous les écrans s'affichent. C'est compliqué, mais en tout cas de ne pas cesser de faire ces versements réguliers, idéalement automatisés d'ailleurs. Il y a encore quelques questions. Je suis conscient du fait qu'on a légèrement dépassé l'horaire prévu et nous, on aime bien tenir parole, mais bon, le sujet était passionnant. Donc, je vais peut-être finir avec une question qui est là aussi assez vaste. C'est les ETF vont-ils à terme réduire ou remplacer les gestionnaires de portefeuille, les hedge funds et voir les actions de façon générale? Alors, il y a du
Non, et ça va bien au-delà du fait qu'en tant que gérant, j'espère ne pas me faire remplacer par un ETF. Mais non, l'ETF n'est qu'un outil. Par contre, c'est un outil extrêmement puissant. Et les ETF ont leur place dans le cadre d'une construction de portefeuille ou d'une indexation sur une classe d'actifs de façon la plus pure possible. Mais vous l'avez compris, la construction de portefeuille nécessite d'allouer de façon dynamique ces différentes allocations. Donc en fait, ça ne remplace pas l'outil d'allocation. Ça peut remplacer par contre certaines stratégies qui seraient en fait assez peu efficientes. Donc on peut citer, sans me tirer une balle dans le pied, hein, on va en parler du S&P 500 par exemple, surperformer le S&P 500 en faisant du stock picking, d'aller jouer une action contre une autre, c'est extrêmement difficile. C'est un marché qui est extrêmement concurrentiel, qui a une liquidité, une transparence qui est énorme. Donc, arriver à extraire de la valeur en faisant de l'analyse fondamentale d'actions sur le S&P 500, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, qui est à la fois cher à mettre en place et dont la perspective de gain n'est pas forcément directement sensible. Et donc sur ces marchés-là, aller faire de l'ETF, c'est souvent le meilleur outil. Parce que là, vous dites, bah, moi j'achète le marché, j'ai envie d'avoir le marché, par contre, j'ai pas envie de m'embêter à aller sur ou sous-pondérer certaines actions. À l'inverse, d'autres marchés, typiquement sur des marchés obligataires ou des marchés émergents, ben là, il y a une vraie valeur à aller sélectionner certaines valeurs plus que d'autres. Donc, pour des investisseurs qui privilégient des frais faibles et une indexation de marché pur, ben, l'ETF sera l'outil de préférence. Pour des investisseurs qui vont choisir, qui accepteront de payer un peu plus de frais de gestion, mais pour aller chercher des gérants qui vont gérer de façon dynamique les titres au sein du portefeuille, et ben là, il y a de la valeur à extraire et donc l'ETF est un concurrent d'un gérant classique et qui vient, mais un concurrent complémentaire. Donc non, ça ne remplacera pas les gérants. Et au contraire, comme je l'ai évoqué en début de call, début de cette présentation, nous-mêmes, gérants, nous investissons dans des ETF et pas que dans les ETF maison. Donc c'est bien vous dire que c'est un outil qui est extrêmement efficace et extrêmement puissant. Je crois que c'est un excellent mot de la fin. Je vais commencer par te remercier toi, Jean-Xavier, pour ton temps et ta participation. Merci pour tes clarifications, tes explications très utiles. Dans un second temps, évidemment, je vais remercier tous les participants. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous écouter. Clairement, le sujet vous intéresse. S'il vous reste des questions, vous pouvez toujours nous les poser après coup sur notre site hello@cashbee.fr. J'espère qu'on a pu répondre à la plupart des questions. Je sais qu'il en reste, mais on a déjà dépassé de 6 minutes le temps imparti. Donc, merci à tous et à très bientôt pour un prochain épisode sur sans doute un autre sujet lié à l'épargne et à l'investissement. Merci, au revoir. Bonne fin de soirée, au revoir.